Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, aujourd'hui sur Sens, et Fabien est venu avec un scénario de Sens Néant. Alors on va faire une espèce de présentation one-shot, un petit peu comme avec Simon et Colline la dernière fois, avec Flavie. Flavie, ça va? La pêche? Bonjour, oui ça va. Et Fabien, bien sûr, qui va nous présenter... Je suis très très heureux de faire ce scénario de Sens Néant ce soir, parce que vraiment c'est un jeu que j'aime énormément. Et je suis très content de pouvoir en donner ma vision. Sa vision. Je suis content. Je suis très content. Enfin, pour introduire un peu le podcast, je pense qu'il y aura deux trucs que j'aimerais dire. D'abord, je pense que si vous ne connaissez pas encore Sens Néant et que vous comptez être joueur prochainement, je pense que ce serait mieux, à mon avis, que ce soit votre meneur qui vous le fasse découvrir, parce que c'est un jeu à secret, et en plus Sens Néant est vraiment superbe. Donc laissez votre meneur vous le faire découvrir, et puis vous réécouterez ce podcast une fois qu'il vous aura fait cette proposition. Je pense que ça c'est bien. Je pense qu'il y a assez peu de joueurs qui écoutent les podcasts sur Sens, c'est surtout les meneurs. Ouais. Okay. Alors bon, si vous êtes meneur ou si vous voulez découvrir le jeu, je pense que c'est le bon. Ouais. Et il y a un truc que j'aimerais dire, on l'avait déjà dit pour Prosopopée, où bon, je me cache pas que je vais dire énormément de bien de Sens Néant. Je ne cache pas non plus que toi et moi, Rome, on est bons amis, mais Bien sûr. Il y aura deux choses à dire. D'une part, quand on s'est rencontrés, on est devenus amis parce qu'on aimait les jeux l'un de l'autre, et pas le contraire, comme c'est vrai pour Prosopopée. C'est-à-dire, c'est pas du copinage dans la mesure où c'est quand même notre travail, notre démarche artistique qui nous lie. Et puis aussi, même si oui, je suis pas impartial, ça n'empêche pas mon retour d'être entièrement sincère. L'impartialité ne veut pas dire la partialité ne veut pas dire le mensonge. Je pense que c'est vraiment un propos qu'il faut tenir, celui de on s'est pas rencontrés, on s'est rencontrés parce qu'on aimait les jeux et pas on aime les jeux parce qu'on est amis. Ouais, voilà. D'ailleurs, on est assez impitoyable entre nous, il faut bien le dire, sur les jeux des autres lorsqu'ils ne nous plaisent pas non plus. Et en général, avant de faire le podcast, dans des développements, on s'est suffisamment pris la tête, toi et moi, sur c'est clair. Sens Néant ou Monostatos. C'est clair. Mais loin des micros. D'ailleurs, il y a des paragraphes dans Sens Néant qui sont directement en référence à certaines de ces prises de tête. Voilà, donc je propose d'entrer dans le cœur du sujet. Bon, vous avez créé le jeu, donc je propose de faire la présentation, de le présenter. Je me rappelle très bien de cette nuit blanche où l'idée nous est apparue et où nous avons décidé de faire une liste d'écoles de foi. De foi à l'époque. Bon, je vais le présenter comme si c'était un jeu comme pour un one-shot classique. Alors, dans Sens Néant, on va jouer des êtres qu'on appelle des Sétantras. Les Sétantras qui habitent sur une planète qu'on appelle Myriade. Et la particularité centrale des Sétantras, c'est de ressentir les sentiments. C'est intéressant, juste une parenthèse. Moi, j'aurais Fabien. pas commencé comme ça. Attends, justement, faut laisser Fabien. En fait, j'ai fait une présentation le mois dernier pour Simon et Colline, et du coup, là, tu fais la tienne. On va voir s'il y a des choses qui divergent, justement. Flavie ne dit rien, justement. Là, tu bien présenté. Parce que je pense que c'est un univers qu'on peut aborder par bien des portes. D'accord. Et voir comment les gens l'abordent. Moi, je l'aborde parce qu'il me plaît le plus. Vas-y. Donc, les Sétantras ont des sens différents des êtres humains, et le sens qui vraiment les différencie complètement de nous, c'est qu'ils sont capables de ressentir les sentiments. Et par anthropomorphisme, pour qu'on arrive, nous, êtres humains, à comprendre comment ça leur apparaît sous la forme de 6 éléments, qui sont donc l'air, la terre, le feu, l'eau, et la lumière, et surtout l'ombre. Et chacun de ces 6 éléments est associé à un ensemble de sentiments. Donc le feu, c'est des choses comme l'enthousiasme, l'exaltation, l'amour, l'agressivité. L'eau, c'est des choses comme la justice, la sagesse, l'amour, le plaisir, le calme.
L'air, c'est des choses un peu plus comme la liberté, la créativité, l'amour, la volonté de... Tu dis l'amour à chaque fois. Ouais, je sais, mais ça c'est... La transparence. La transparence. Oui, je dis l'amour à chaque fois parce que l'amour est partout. Ouais. La terre, c'est le concret, le pragmatisme, la loyauté, l'amour, la fidélité, la vie. La lumière, c'est le savoir, le dogmatisme, la curiosité, l'amour et ouais, la volonté de... Oui, c'est ça, c'est le savoir positif. Ouais. Et l'ombre, c'est plus ou moins le désespoir, le doute, très certainement, les questions, la négation, le rêve, l'amour. Voilà. Donc vraiment, la lumière et l'ombre, pour moi, c'est les deux éléments de la connaissance qui se répondent l'un à l'autre. L'ombre pose des questions et la lumière y répond. Y répond, ouais. Exactement. Donc, c'est marrant, tu as introduit Sens Néant par la présentation de ces éléments, justement. Ouais. Okay. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important parce que ça va avoir deux conséquences pour nous en tant que joueurs du jeu. Enfin, je serai meneur, mais je dis joueur au sens large, participant. Voilà, c'est un one-shot aussi. La dernière fois avec Simon et Colline, j'avais maîtrisé. Là, c'est toi qui maîtrises. Exact. Et je suis joueur, avec un scénario que j'ai écrit spécialement. Bon, il faut préciser que je connais le jeu depuis longtemps, puisque je le connais depuis juin 2010, où tu nous l'as fait découvrir. Les auditeurs ont pu entendre que il fait référence souvent. Très très souvent. Ouais. Et d'ailleurs, alors qu'à l'époque il n'était pas sorti. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le podcast de Prosopopée, je crois qu'on en parle aussi. Sens Néant est une référence, une inspiration de Prosopopée, alors même que Sens Néant n'était pas sorti au moment où Prosopopée est sorti. Et donc, pour revenir à ces histoires, donc ce qu'on appelle les mantis. Les mantis, ça va avoir deux effets auprès pour les joueurs et deux effets qui sont révolutionnaires pour le jeu de rôle et je pèse vraiment mes mots. Oh là là. Bon. J'ai les chevilles qui hanchent sous la table, tu sais. Le premier effet, c'est que on va pouvoir parler en termes symboliques des sentiments de nos personnages. C'est-à-dire qu'en fait, les sétantras ne se parlent pas. Ils ne font que s'échanger des mantis, c'est-à-dire des sentiments. Et donc, ce qui est quelque chose d'assez puissant, on va en permanence être en train d'exprimer les états intérieurs de nos personnages, puisque les sétantras ont beaucoup de mal à cacher leurs sentiments. Alors justement, toute une des problématiques du jeu, c'est qu'il y a un élément supplémentaire qui est apparu, qui s'appelle l'acide, et qui leur permet de mentir sur certains éléments seulement. Sur certains éléments seulement, et ça provoque. Imaginez un monde dans lequel personne ne pouvait mentir, puis d'un seul coup, paf, on peut commencer à mentir. Ça bouscule complètement l'ordre social. Juste une parenthèse, je me suis trompé. J'ai dit sur certains éléments seulement. Ça peut être confusant parce que sur certaines choses. Sur certaines choses seulement. Voilà. Certaines personnes. On parle pas des éléments au sens élémentaire. Et donc alors pour l'autre conséquence, et c'est bien évidemment lié au premier, c'est que ça va permettre une créativité formidable pour son personnage, pour ses actions et aussi pour tout l'univers de Sens Néant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, ok, moi je vais jouer un arbre. Je me souviens avoir joué un arbre avec grand plaisir et avec facilité. Bon, évidemment, c'était un arbre qui était capable de se déplacer, de communiquer, mais je me déplaçais par exemple en prenant racine et puis mon arbre. Enfin, je mourais et les graines s'envolaient dans le vent et allaient se planter plus loin pour repousser et me permettre de continuer mon voyage. C'était déjà un mode particulier de jeu parce que on joue des sétentriens. Donc ça, c'était la manière dont tu te représentais le voyage. C'est vrai qu'aujourd'hui... Alors ça, on pourra peut-être en parler un petit peu en parler après, mais comment représenter les sétantras. Donc, on peut jouer des flammes, on peut jouer un concept. Je connais, Christophe avait une fois joué un concept de sérendipité. Voilà. Donc c'est un sétantra de lumière, c'est un concept en science qui est l'idée de découvrir par hasard quelque chose. En ce sens, en fait, c'est un jeu d'allégorie. C'est-à-dire qu'on joue des personnifications de concepts. De concepts, mais aussi d'objets. On peut jouer... là, vous verrez dans le scénario, il y a un personnage qui s'appelle Tisane. Alors ça c'est pour introduire un côté un peu plus humoristique, un peu plus léger du jeu. D'ailleurs, c'est à partir de là que l'humour dans Sens Néant peut apparaître assez facilement parce qu'on peut parler à des crabes, on peut parler...
un truc qui s'appelle toilette, je sais pas. C'est ça. Il y a un côté aussi merveilleux, un style un peu disneyen. C'est ce que dit presque dans les contes, quoi. Dans le conte, pour enfants. C'est ça. C'est à la limite du grotesque parfois, mais l'important c'est à la limite d'eux. Ça n'y est pas quand même. Il y a toujours une vraie importance. Moi, en tant qu'auteur, je suis toujours parti du principe que s'il n'y avait pas de moment drôle, il n'y a pas de moment triste, il n'y a pas de moment, tu vois. J'ai toujours essayé d'entretenir les personnages les plus graves et les plus profonds sont souvent aussi mis en valeur parce qu'à côté il y a des gens superficiels et donc je suis parti du principe que s'il n'y avait pas d'humour, on pourrait pas jouer de vraies scènes de tristesse et de détresse. Et alors, pour continuer à développer ce monde en rebondissant sur la remarque de Flavie, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout dans ce monde est composé de ces 6 éléments. Mais tout. Y compris myriades, y compris l'air qu'on respire. Ce qui veut dire que donc, alors les cétantras sont composés des 6 éléments, mais après il y a des êtres qui sont composés de 5 éléments, 4, 3, 2 et certains de 1. D'un seul élément. Et donc, les objets qu'on utilise, on peut leur parler. Évidemment, ils auront une conversation un peu plus bornée parce qu'ils auront moins de sujets différents dont ils pourront parler. Et donc, les êtres à 5 éléments, c'est des êtres magiques comme des dryades, des énormes crabes qui fument des joints sous la mer. À 4, c'est des animaux plutôt évolués comme des cerfs, je sais pas, l'équivalent de mammifères sédentaires. Même des aigles, par exemple. Tu vois, un grand aigle, on pourrait imaginer qu'il soit à 4 éléments. 3, c'est les plantes, les objets. Par exemple, un verre, ça doit être composé de quoi? De terre, de feu et de lumière, je dirais. Par exemple. Un verre de terre. Non, un verre à boire. Un verre à boire, oui, pardon, verre excuse-moi. De feu, de terre, de lumière. Ça pourrait être une statue aussi avec cette composition. Ouais, un verre, ce serait de l'air, de la terre plutôt. Peut-être du feu, parce qu'il me semble qu'il faut le brûler. Oui, il faut le brûler. Et puis l'air pour qu'il soit transparent. La lumière pour qu'il soit transparent, oui, voilà. Ou la lumière ou l'air, ça dépend. Ça, c'est d'accord, l'élément de transparence. Ouais. Mais la lumière, je préfère la lumière. Parce qu'il reflète. Et à 2, c'est des trucs très simples, du genre un nuage, une vague. Ça peut être une mousse aussi. Mais là aussi, on peut leur parler. On me dit, salut la mousse, ça va? Je vais dire, oui, aujourd'hui, j'ai fait des sports, c'était cool. J'ai fait des sports, c'est cool. Pas mal. Donc voilà, et vraiment, je dis que c'est un jeu qui est révolutionnaire parce que il permet une vraie poétique. C'est-à-dire ce que j'ai toujours trouvé épatant, c'est que tu vas dire des trucs du genre pour exprimer tes sentiments, je lance vers toi, non, je t'offre un cristal de feu et de terre pour t'exprimer mon amour. Évidemment, au début tu dis pour t'exprimer mon amour, mais à mesure que les gens vont jouer entre eux, ils vont finir par comprendre et par vraiment se créer tout un langage de sentiments entre eux. Alors, en se disant, je t'envoie une bourrasque, une fois je me souviens que je décrivais mon désespoir en disant, je dégouline d'une eau noire, opaque du fond des océans pour décrire vraiment la tristesse et la colère de mon personnage. C'est vrai que tu as une liberté au niveau narratif par rapport au mouvement de ton personnage, à ses possibilités, à son potentiel qui est énorme en fait. T'as des grandes possibilités et puis... qu'est-ce qu'on peut dire? Alors après, on peut parler du... Moi, je voulais revenir au début de la présentation. C'est-à-dire que moi, j'aurais commencé par dire qu'en fait, on jouait pas au début des cétantras. C'est-à-dire qu'on joue... Il faut voir que c'est aussi la suite de la campagne. Ouais. Donc on joue les cellulis qu'on avait dans Sens Mort. Ça, ce soir, on va pas jouer avec le méta-jeu. Alors justement, c'est quand même important. On joue quand même les cellulis qu'on avait dans Sens Mort, qui sont avec Classis. Classis leur fait un jeu de rôle et on joue les cellulis des cellulis. Et voilà, ça, il y a un double niveau. On joue des personnages qui jouent un jeu de rôle. Et en fait, Classis, par cette campagne, leur dit: je vais vous révéler des secrets dont vous aurez besoin pour botter les fesses à Miphos. Ouais. Alors absolument, mais donc ça, je sais qu'on a souvent parlé aussi avec Rome où il me dit non, mais c'est sur Sens Néant, il faut y jouer avec Classis, tu peux pas y jouer sans. Je suis pas d'accord. Sans le méta-jeu. Alors évidemment, bien sûr que Sens Néant est particulièrement puissant dans toute la métaphysique de Sens, mais je suis intimement convaincu qu'on peut faire des parties formidables de Sens Néant en jouant que à Sens Néant avec des. Ce qu'on a fait nous au tout début quand on l'a testé d'ailleurs. On l'a fait exactement quand on l'a testé les premières fois, c'était comme ça.
on y a joué aussi comme ça avec Simon et Colline, ça s'est très bien passé la dernière fois. Mais j'avoue que j'ai préféré la campagne qu'on a faite où j'étais Lynette Cali, qui jouait un personnage. Ouais. Parce que du coup, il y avait des implications dans l'histoire et tout, où je me suis pris des trucs dans la gueule qui étaient vachement bien, quoi. Moi, je prétends que Sens Néant est un jeu qui, évidemment, rentre très bien dans Sens, mais se suffit est autonome. D'accord. Justement parce qu'il y a cette immense créativité. Donc toi, tu conseillerais à quelqu'un de prendre le jeu même s'il n'a pas commencé par Sens Renaissance ? Oui. Oui. Et tu penses qu'il est lisible tel quel ? Moi, je trouve dur à aborder, du coup, si t'as pas lu. C'est vrai que c'est un peu complexe. Il faut. Non, mais tu sautes le début et la fin. Ouais, peut-être. Tu sautes, tu l'appendice en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tous les trucs qui sont écrits là en gros, tu lis Mes précieux souvenirs et l'appendice. Et Mes souvenirs de Myriade. Oui, c'est ça. Mes précieux souvenirs, c'est Mes souvenirs de D'accord. Myriade. Et donc oui. Et puis avec ça, t'as toute la description du monde précise. T'as le système de jeu à la fin. Je pense que même quelqu'un qui rentre dedans, après tout, même sans connaître les bugs, il s'en fout quoi. Il comprend que en gros, il y a un personnage qui explique à des personnages. Mais c'est pas. Ouais. Voilà. C'est bien déjà. Bonne présentation à 15 minutes de. Je pense qu'on j'ai encore plein de choses à dire, mais on va peut-être après la partie. On les garde pour après la partie, puisqu'on ne sait pas quelle sera ta vision. J'ai hâte de voir. C'est parti. Le scénario s'appelle Au plus profond de l'ombre. Et ben voilà. Fin de la partie, il est assez tard, donc je sais pas si on aura. En plus, c'était une partie qui nous a entraîné à explorer le rêve. Alors, tâchons de ne pas nous endormir pour ce podcast. Alors, ça va. Si pour une fois je m'endors et je parle moins, on aura l'impression d'un podcast où je suis présent sans être omniprésent. Mais non, tu vas quand même parler, Fabien. Voyons. Mais oui. Alors très souvent on dit, on m'envoie des scénarios ou des parties en me disant oui, Rome tu vas pas être content parce que j'ai un petit peu contourné l'univers ou j'ai fait des choses. Et toi Fabien, quand t'es arrivé tu m'as dit je sais pas trop, j'espère que je vais pas avoir trop non seulement tu l'as pas perverti, tu l'as complètement respecté, c'était parfait, c'était totalement dans le canon du jeu en tout cas. Écoute, merci, super. Ce que t'en as pensé Fly en tant que joueuse expérimentée de Sens Néant? C'était bien. Non mais au niveau du canon, merci. Merci pour Fabien. J'aime bien répondre à tes questions avec une réponse complètement fermée. Et au niveau du canon, t'as trouvé qu'on avait joué à Sens Néant? Ouais, ça a fait beaucoup de bruit. Et... Il est tard, il est quelle heure? Je crois que j'en ai pas. Il est 1h15 de podcast depuis le générique là. Donc, que dire? Oui, non, j'ai trouvé que ça respectait le canon et je suis quelqu'un qui a fait quand même toutes les différentes campagnes possibles avec tous les systèmes possibles et tous les MJ possibles de Sens Néant. Oui. Et je dois dire que t'as bien respecté le canon et qu'au-delà de ça, t'as même retrouvé certaines choses qui avaient pu être faites dans les premiers Sens en fait de Sens Néant. Absolument. Et, en fait, dans les premiers Sens Néant, il y avait des trucs qui s'appelaient les points. Ouais. Et les points, c'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Il y y avait l'air, le temps, l'espace, le temps, le rêve, l'oubli et l'attraction. Ouais. Et ce sont les 5. Alors, en fait, ce qu'il faut bien expliquer pour les auditeurs, c'est que au-dessus du cadran, sur le dessin de Valérie, on aperçoit 5 personnages encapuchonnés qui sont décrits comme des gargouilles dans la base. Et donc, ces 5 points sont également décrits dans la Mogoche des rêves dans laquelle voyagent les golems au cours de la campagne. Ah oui, exact. Et par un cercle et un point en fait. Et donc on suppose en regardant le cadran qu'il existe des dieux qui sont supérieurs aux traits, donc aux runes en fait, qui sont les 5 points. Et c'est tout ce qui est dit dans la base. On parle de 5 points et 6 traits. Mais à la base, aujourd'hui, ils ont changé. Voilà, c'est plus les mêmes. Voilà. Mais à l'époque, c'était le temps, la glace, l'espace, la foudre et l'attraction. Voilà. Et la foudre, c'était le rêve. Voilà, et la glace, c'était l'oubli. Absolument. Et en fait, tu nous as fait jouer techniquement avec l'ancien canon. C'est rigolo. Donc toi, alors, faut raconter la partie pour les auditeurs. On va peut-être expliquer un peu de ce qui s'est passé. Un petit peu ce qui s'est passé. Tu veux peut-être expliquer allez. Donc, alors, il faut d'abord savoir qu'à Sens Néant, on joue ce qu'on appelle des golems, qui sont des sétentras qui sont au service de la plus haute instance de Myriade, qui s'appelle la princesse Azilis.
Donc c'est un jeu qui, de ce point de vue-là, ressemble beaucoup au jeu traditionnel. Hein. Votre Daimo vous donne un ordre. Enfin En fait, moi, j'ai tendance à comparer la princesse Azilis à la reine d'Angleterre. C'est un fort pouvoir symbolique, mais n'a pas un pouvoir politique décisionnel énorme. Elle a quand même 6 super héros à ses ordres. Voilà, donc c'est Athéna, quoi. Voilà. Il faudra vraiment un jour que je regarde ça y est quand même. Ouais, tu vas te faire chier. Hein. Je regarde déjà Asgard. la série abrégée. Déjà. Mais non, bref. La série abrégée, c'est pas sensible. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, les golems sont envoyés dans une ville qui s'appelle Lueur, dans laquelle tous les Sétentras qui s'endorment là-bas dans les chambres d'ombre. Alors, il faut expliquer un peu. Les Sétentras, en fait, donc, dont on parlait tout à l'heure, n'ont pas de besoin physique comme nous, du genre manger, boire, respirer. Ils n'ont pas besoin de respirer. Non. Ils vieillissent pas. Non. Ils ont quelque chose qui est comparable à la mort, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent se briser et se retrouver en différents éléments. Si par exemple, moi je suis un Sétentra, donc avec les 6 éléments forcément, ben, je peux me briser en un élément de vapeur avec, je sais pas, de la lumière, du feu et de l'eau, et puis un élément qui serait, alors attends, il y a quoi? Il y a de la terre, de l'air, et puis de l'ombre, je sais pas. En gros, finalement, on est fidèle au principe de Lavoisier qui considère rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si je brise un myriadien, je me retrouve avec des éléments qu'il composait, un peu répartis partout dans la nature. J'ai l'impression que c'est super abstrait ce qu'on raconte. Enfin, je me mets dans la tête d'un auditeur. Mais ça fait un mois. Les auditeurs, vous comprenez ce qu'on vous dit? Bon, ça va, ils ont l'air de comprendre. Ça fait un mois que les maîtres de jeu de Sens ont le livre. Ah oui, exact. Ils ont eu le temps de le lire. Voilà, on parle pas non plus. Alors, les auditeurs qui ne connaissent rien du tout à Sens, ils vont être un peu perdus, c'est sûr. Mais ça va peut-être les amener à plus de curiosité. N'aie pas peur, Fabien. Ok, ça marche. Y aller les 2 pieds dedans. Et donc, bon, toujours est-il que les gens disparaissent quand ils essayent de dormir, entre guillemets, dans cette ville. Ouais. Et en fait, les golems découvrent qu'il s'agit d'un complot d'une secte qu'on appelle la secte du rêve. Tout à fait. Ceux qui connaissent Monostatos savent que j'adore les sectes. Les sectataires. J'en ai mis 5 dans mon jeu. Une de plus dans ce scénar. Et le rêve, c'est quoi? C'est l'ombre. La forge a mis du secte dans mes parties. Alors, là, faut expliquer aux auditeurs parce que c'est vraiment une pre-joke joke. C'est en fait issu d'un article de non, il l'a jamais écrit cet article. Il voulait écrire un article là-dessus sur la forge a mis du sexe dans mes parties et donc c'est entre nous une blague récurrente du fait que les théories forgiennes amènent plus de relations sexuelles dans les parties de jeux de rôle. Et de toute évidence, ça apporte donc, aussi de la secte. De la secte. Alors là, vraiment, c'est private joke du coup pour le coup. On a perdu. C'est bon, on a perdu la moitié de nos auditeurs. Si on restait, on a perdu à nouveau la moitié. Voilà, bref, c'est bon. Bref. Donc, ils arrivent dans cette ville et ils se rendent compte qu'il y a la secte du rêve. Le rêve, c'est quoi? C'est l'ombre corrompue par l'acide. Donc l'acide, je vous rappelle, c'est ce non-élément, cet anti-élément qui détruit tous les autres à son contact. Et donc le rêve, c'est de l'ombre mélangée à de l'acide. Donc c'est de l'ombre dangereuse, corruptrice. C'est incroyable comme il est dans le canon du jeu, Flavie. Il est totalement dans l'histoire, dans les origines de Sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, voilà, l'acide est un élément qui est apparu après dans l'histoire de Sens. C'est-à-dire qui a été, en fait, c'est comment dire. Il y a 6 éléments de base, et puis il y a un élément dans l'histoire, bah si tu le sais, parce que c'est dans le background, qui apparaît ensuite. Oui, d'accord. Dans ce sens-là. Je parle pas si peut-être dans la jeunesse du jeu, d'accord. Mais non. Là, je parle vraiment dans l'histoire du jeu, il apparaît après. Et dans l'histoire de l'univers. Oui, dans l'histoire de l'univers, pas dans la genèse du jeu. Dans l'histoire de ces gens qui mélangent fiction et réalité. Il apparaît après. Et donc, du coup, les Sétentriens vont s'en servir pour pervertir les éléments.
Et donc, le feu perverti, ça donne une espèce de foudre. L'eau pervertie, ça donne une espèce de glace. Et toi, tu as décidé d'introduire, ce qui n'est pas dans la base, tu as décidé d'introduire une ombre pervertie qui est le rêve. Et tu as bien fait. C'était totalement dans et en fait, le canon esthétique. Ça part d'une idée au départ, qui est une discussion qu'on a souvent eue, toi et moi, sur le fait que tu me dis souvent, je trouve ça super intéressant, la notion de liberté en métaphysique, en logique, tout ça. Et moi, je t'avais une fois fait la réflexion de te dire, mais tu sais, il y a des gens qui s'intéressent au travail dans les rêves, à contrôler ses rêves, ce qu'on appelle le rêve lucide. Enfin, il y a d'excellentes techniques pour atteindre cet état de conscience-là, qui est un état dans lequel on a une vraie vérité logique, parce qu'on peut faire apparaître des choses... j'ai dit liberté logique. On peut faire apparaître des choses qui sont insensées. Comme dans le scénario, il y avait l'absence de beauté, un homme qui se mange lui-même sa tête, l'absence de beauté tire sur le fouet, un truc qui nous est arrivé dans le scénario. C'est insensé. On peut pas trouver l'absence de beauté dans le monde. Donc non, mais j'ai bien vu que pendant les scènes où on était dans l'harmonie des ombres, donc dans ce moment où on est totalement plongé dans les ombres, on ne voit qu'avec l'alvéa, qui est l'autre sens nouveau des Septentriens par rapport aux êtres humains, qui est les yeux de l'ombre. J'ai bien vu que tu cherchais à faire beaucoup de poésie, d'allégorie, etc., pour amener de l'insensé, justement. Et ça, c'était totalement dans le canon du jeu. Voilà. Toujours est-il que, voilà, donc si tu avais des craintes sur cette histoire de est-ce que le scénario est dans le canon, je réponds, tu peux les lever, il est pile poil dans le canon, c'est cool. Et donc du coup il sera téléchargeable pour nos auditeurs. Voilà, sur le site internet. Le blog de la cellule sur le. Oui, il y aura un lien sur le blog de la cellule, mais il sera sur le site internet de Sens directement dans le matériel. Et puis sur le mien aussi, histoire de faire bonne mesure. Téléchargement, d'accord, très bien. Donc voilà, donc totalement dans le canon. Vous pouvez télécharger ce scénar les yeux fermés. Moi, je pense même que c'est un scénario qui ouvre une campagne, à mon avis. Carrément. D'accord. On peut carrément faire une campagne. C'est vrai qu'après, tu peux pourchasser les membres de la secte du rêve. Ouais, il y a des possibilités. Je pense que c'est vraiment très ouvert. Ouais. Fly. Est-ce que tu as des réflexions à faire sur la partie en général? T'as apprécié le fait qu'il... Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment joué à Sens Néant. Enfin, longtemps, ça faisait 1 an, quoi. Ah ouais, tant que ça. Ouais. Et je suis très, très contente de rejouer à ton système de jeu avec les quelques infimes modifications que tu as apportées. Je trouve que le système marche très bien. Et j'aime beaucoup En fait, moi, ce que je reprochais à ton ancien système, c'est que les jetons qu'on nous donnait, en fait... parce que quand on joue bien, en fait, autour de la table, on peut donner à quelqu'un, on se dit, et lui, ce qu'il a fait, c'était cool. Je lui donne un jeton. Et à la base, je trouvais que les jetons, ils servaient pas à grand chose. Et là, pour le coup, je trouve que ils servent vraiment et que ça devient fun. Tu vois ce que je veux dire? Et ceux qui te restent en plus peuvent te servir pour avoir de l'XP. Mais en fait, du coup, comme ça devient vraiment intéressant de s'en servir, en fait, tu t'en sers et... Ils peuvent pas servir à faire de l'XP. Ils peuvent servir à régénérer ton rayonnement, tes points de vie, en gros. Mais ils peuvent pas servir à mais du coup, je trouve ça vraiment plus intéressant qu'à l'époque où j'avais joué. Tu vois, je croyais encore que ça faisait de l'XP, alors que pas du tout. Non, j'avais choisi que non pour éviter la compétition à l'immersion entre les joueurs. Je voulais pas qu'il y ait plus de pex pour celui qui... Mais du coup, oui, j'ai trouvé ça plus agréable à jouer déjà et... Parce que du coup, oui, en effet, c'était pas la course au PEX qu'on garde pour pouvoir avoir de l'XP. Et puis, c'était vraiment chouette de pouvoir s'en servir pour le poser sur la table pour faire augmenter ce qu'on est en train de dire. Par exemple, j'essaie de lui péter la gueule. Non, ça marche pas. Bon, je pose mon pion sur la table. Puisque c'est comme ça, je lui mets un coup de pied dans les... Voilà. On intensifie en fait l'action à chaque fois qu'on pose un jeton. Dans l'autre joue et puis j'en profite pour lui mettre un coup de pied dans les valseuses. Ce qui n'a proprement aucun sens dans l'univers de Sens Néant, vous l'aurez compris. Fabien, tu voulais... je rajoute, sans diminuer ce que Fly vient de dire, je voulais rajouter un élément de théorie puisqu'on parlait de système. Ouais. Donc en théorie forgéenne, le système c'est... c'est beaucoup de choses, mais ça inclut notamment l'univers. Ouais. C'est-à-dire que le principe de l'Unplay, c'est dire le système, c'est tout ce qui permet de se mettre d'accord sur ce qui arrive dans la fiction. Ouais. Et là, je trouve que dans Sens Néant,
alors évidemment, les techniques de résolution, les mécaniques, tout ça sont super cool. Hein, je dis pas le contraire, mais franchement, c'est vraiment rien par rapport à la puissance de l'univers et par rapport vraiment à cette métaphysique centrale. Enfin, ce qui fait vraiment bien dans Sens Néant, c'est vraiment cette idée qu'on a des personnages qui communiquent avec des mantis et des éléments, et qu'on a à la fois cette possibilité de parler de ces éléments et en même temps d'utiliser cet espace de créativité avec ces éléments. Moi, j'avoue qu'à chaque fois que je commence une partie de Sens Néant, au début, j'ai oublié ce qu'on peut faire. J'ai oublié qu'en fait, je pourrais parler à une lampe et en fait, ça revient très très vite. C'est-à-dire qu'au début, je faisais mon truc dans la forêt et puis très rapidement, j'ai fini par parler à une porte. Puis très rapidement, en fait, les choses deviennent de plus en plus naturelles. On se met à triper avec ce qu'on croise et au final, ça devient presque exponentiel. Après avoir parlé avec une porte, tu te mets à te dire, ah, mais c'est vrai, j'ai des rituels, et donc tu remènes-les dans tes rituels, et au final, ça devient une montée. C'est-à-dire que plus on joue, plus on se met à utiliser ces possibilités poétiques. Plus on explore, en fait. Ouais. Le but, c'était de faire de l'exploration, donc, c'est le plaisir qu'on prend à Sens Néant, c'est le plaisir de l'exploration. Le plaisir de la découverte d'un univers et de éprouver sa physique, en fait, tout simplement. C'est génial. Je finis toujours au scénario par m'attacher à un des animaux ou à un des trucs que j'ai croisés. Là, c'était le dauphin comète. Je finis toujours par sur le dernier scénar que j'avais joué, je m'étais attachée à un crabe que j'avais appelé Skunk. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un jeu où autant on est des héros, on sauve généralement le monde, ou on sauve au moins une partie de ce qu'on considère comme important, et en même temps on fait des trucs mignons comme parler à un crabe. Moi j'aime. Et alors pourquoi les dauphins comètes? Parce que la ville de Lueur était spécialiste dans la création de poissons lumière, donc qui servent à éclairer les océans, les profondeurs. Je voudrais Fabien, rebondir sur un truc que tu disais à propos tu disais éprouver l'univers, je crois. Ouais. Je trouve que ce mot d'éprouver est particulièrement juste pour des jeux esthétiques comme Prosopopée ou Sens Néant. Donc des jeux à démarche créative simulationniste. Ouais. On pourra peut-être en reparler si on a envie de faire de la théorie hard. Mais hard au sens de dur. Hein. Pas pour mettre de la secte dans mes parties. C'est bien que t'écoutes. Avec ta voix fatiguée. Avec ta voix fatiguée, Fabien, c'est... C'est bien, t'as coupé l'herbe sous le pied de la prochaine blague que j'allais faire. Et désolé. Non, mais c'est aussi bien, crois-moi que c'est aussi bien. Ce terme d'éprouver est vraiment génial parce qu'il a un double sens. Il y a le sens d'éprouver au sens de avoir le plaisir de. Par exemple, j'éprouve le contact de la mousse de micro contre ma barbe, voilà. Ah, la cellule aussi va... Bon, c'est fini. Et éprouver dans le sens de tester les limites de. Pousser les choses au sens d'épreuve, en fait. Enfin, pas tout à fait d'épreuve, mais plutôt de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux jouer un concept. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir? Tiens, j'ai joué le concept de componction. Je vais jouer un personnage comme ça. Je peux éprouver je peux jouer le concept de fascination, par exemple. Je peux jouer une flamme. Toi, tu jouais un espèce de feu follet qui était assez mignon dans la partie. Flavie, son personnage s'appelait Crépuscule. Est-ce que c'est pas donc c'est un trait d'ombre, un golem d'ombre. Est-ce que c'est pas génial de pouvoir dire je joue le crépuscule? C'est la sœur jumelle d'Aube. Exact. Ouais, en plus ça a vraiment imprégné la partie. Parce que moi en fait mon personnage était comme tu disais un feu follet, donc il s'appelait Bouillon, qui était un petit en fait un petit enfant mais dès qu'il s'énervait il devenait trop bourrin et tout. Je suis un petit peu inspiré, je sais pas si des auditeurs connaissent, d'un jeu qui s'appelle Illusion of Gaia, Illusion of Time, en version européenne, qui est un jeu sur NES où tu joues un petit enfant, en fait, un gamin, un petit blond, qui a aucun pouvoir, mais de temps en temps, il peut se transformer en un gros guerrier qui s'appelle Chrysaor et qui est super bourrin. Ah, Chrysaor. Enfin, et je me suis inspiré de ce jeu vidéo. Oui, le nom vient de là, d'ailleurs. D'accord, ok. Et il peut aussi se transformer en une autre créature, j'en finis avec cette parenthèse, qui s'appelle Liquefia. Et donc, il y a un personnage liquide qui peut passer sous l'eau. C'est aussi une source d'inspiration. Je suis ignare en jeu vidéo. Hein, mais je pense qu'il y a des gens derrière dans leur casque ou derrière leur PC qui doivent se dire « Ah ouais, putain, Illusion of Time, tiens, je vais me rebrancher ma Super NES et je vais me refaire une partie. » Bref.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc je jouais ce petit personnage qui pouvait d'un coup s'énerver, et j'étais en fait amoureux de Crépuscule. Donc j'avais décidé de me lier directement au personnage de Flavie, comme ça allait faire une bonne partie en one shot. Mais en même temps, je n'éprouvais aucun sentiment pour sa sœur qui était Aube, sachant que tôt ou tard, je me doutais bien que tu allais introduire Aube dans la partie, et donc ça poserait pour moi des dilemmes. Et ça a fonctionné. Je me suis senti à un moment donné, il y a eu un passage où je devais aller sauver Aube, et où j'ai fait des choses pour Crépuscule, sachant que en même temps ça aidait quelqu'un pour qui je n'éprouvais aucun sentiment. J'ai trouvé aussi là qu'il y avait bon, à mon avis, si de ma longue expérience de meneur à sens néant de 2 parties, je peux donner un conseil, c'est vraiment, mais ça c'est dans plein de jeux, de mettre en danger des relations des PJ, des personnages, des joueurs. Ouais. Ça, je trouve que c'est ça immédiatement. C'est pareil dans Monostatos. Hein. Les bonnes parties dans Monostatos, c'est quand on met en danger les personnages que connaissent les personnages des joueurs. Immédiatement, ça devient. Surtout dans un jeu dans Sens Néant dans lequel on précise tout le temps les liens que tu as avec tout le monde. Ouais, c'est super important. J'ai envie de dire que les dilemmes moraux, en général, moi je trouve que ça fonctionne bien quand on est un MJ. Ça fonctionne bien en one shot aussi parce que ça met d'entrée de jeu dans l'ambiance. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est. Même si, à mon avis, c'est quand même dangereux de mettre que des dilemmes dans. Enfin, il faut pas que le plaisir central soit là-dedans. Le dilemme, non. Sinon, on perd la dimension simulationniste. Oui, on se comprend sur la théorie. T'as envie qu'on aille vers de la théorie Comme tu veux, Fabien. Expliquer ce que c'est. Moi, le problème, c'est que après, j'ai encore parlé de Bachelard et. Ouais. Et parle de tout ça. T'as pas envie, d'accord. J'ai toujours un peu peur de faire chier les auditeurs. Enfin bon. Ok, je pense simulationnisme. Pour les gens qui s'intéressent à Sens Néant, Bachelard, ça va être très intéressant, je pense. Ok. Mais alors, donc, parlons théorie. Donc, en fait, en discutant avec Fred il y a pas très longtemps, je me suis dit que ce serait vraiment important de revenir vers de la théorie et de dire que la théorie c'est important pour comprendre les jeux et qu'il faut absolument la faire vivre et essayer de la comprendre. C'est difficile, mais il faut le faire. Donc c'est pour ça que je reviens vers des trucs comme le simulationnisme. Au-delà de ça, moi qui suis en train de faire un jeu en ce moment, je trouve que c'est bien d'avoir assimilé de la théorie pour pouvoir ensuite s'en détacher pour créer son jeu. Parce qu'en fait, autant je trouve que créer un jeu sans théorie, c'est compliqué. Carrément. Autant créer un jeu quand on a le nez à fond dans la théorie, au final, on sait plus trop où on va, et du coup, on finit par faire un jeu pour une théorie, mais pas un jeu qui nous plaît. Et du coup, je pense que c'est bien d'avoir bien assimilé la théorie. Enfin, ça c'est déjà une deuxième étape, parce qu'à mon avis, sans théorie, on risque de manquer de recul. Et moi, c'est vrai que j'ai réussi. Il y a plusieurs choses qui m'ont permis de finir Monostatos. D'abord, je me suis rendu compte que les jeux que j'admirais n'étaient pas si géniaux que ça. N'étaient pas si géniaux que ça. Ils étaient géniaux, mais qu'ils avaient quand même un certain nombre de limites. Tous les jeux ont des défauts, aucun n'est parfait. Voilà, c'est ça. Et tant mieux. C'est-à-dire qu'ils isolent une certaine façon de jouer. Ils sont bien là-dedans. Exactement. Et c'est bien. Tout à fait. Et l'autre truc que j'ai compris, c'est que je me suis dit, j'ai compris, un peu comme ce que disait Flavie, j'ai dit, bon, ok, maintenant j'ai bien digéré la théorie, je la connais bien. Je vais essayer de créer sans la voir. Et d'une certaine manière, elle agira de toute manière en inconscient, dans l'arrière, dans les ombres Je veux dire, on a bien assimilé la théorie que lorsqu'on a faim et qu'on ouvre le frigo et qu'on a fait les courses, il y a de fortes chances qu'on puisse trouver un truc qui va nous plaire dans le frigo. Mais quand on ouvre la porte du frigo, on n'est pas en train de se dire tout ça. Juste on ouvre la porte du frigo. Pas à la théorie, on pense pas à la théorie de l'équilibre et du déséquilibre en marchant tous les jours. Donc je pense qu'en fait, quand on a bien intégré la théorie, inconsciemment, elle imprègne le jeu. Mais la difficulté, c'est qu'il faut l'intégrer auparavant. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle, et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à venir en parler sur Silent Drift, à lire le blog de Fred qui en regorge de quantités phénoménales, de très bonne qualité. Si je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de demandes en fait vis-à-vis du blog de la cellule. On reçoit des mails, il y a des demandes dans les commentaires de gens pour éclairer les allez lire le blog de Fred, Limbic Systems, le blog de Frédéric Sintès. Il y en a. Moi, je m'en sers régulièrement. Quand je crée un jeu, je vais sur le blog de Fred et je me dis tiens, j'ai envie de me voir tel point. Bref, revenons à Sens Néant, si vous le voulez bien. Ouais, tout à fait. Alors, quand on parle de simulationnisme, de quoi on parle? Qu'est-ce qui est simulationniste? Dans Sens Néant. Même de manière générale, on parle toujours de démarche créative. Okay, les démarches créatives, c'est quoi? C'est comment on prend du plaisir dans l'ensemble d'une partie de jeu de rôle. Donc, on ne peut dire en toute rigueur que
il n'y a qu'une partie de jeu de rôle qui peut être simulationniste, ou ludiste, ou narrativiste. Okay. On reparlera de narrativisme je pense, dans un autre podcast sur. Peut-être qu'on en a déjà parlé. Dans Dogs, ah oui. Ça marche. Okay. Donc, une démarche créative, c'est comment on prend du plaisir, et plus exactement en gros, c'est quand où on se dit, trouve. Putain, je kiffe cette partie. Voilà, c'est-à-dire quand tu fais ça, c'est ce qu'on appelle faire de l'approbation. Il y a des cercles de création-approbation. Donc si par exemple je dis et là je donne un coup d'épée au Behemoth, un coup d'épée enflammé, et toi si tu réponds le Behemoth se prend le coup d'épée, c'est une manière d'approuver et immédiatement de créer à nouveau, d'accord. Ouais. Mais faire aussi yes, cool, sourire, dire c'est de l'approbation. Il y a aussi de l'approbation négative aussi, ah c'est nul, non, attends, ça se passe pas comme ça. Donc création, approbation. Donc dans le simulationnisme, sur quoi repose l'approbation ? Il repose sur le fait de célébrer un canon esthétique. Je répète, il repose sur le fait de célébrer un canon esthétique. Qu'est-ce qu'un canon esthétique ? Alors un canon, c'est un ensemble d'images, de symboles, de thèmes qui en général ont une cohérence globale et Par exemple, Star Wars. Star Wars. Oui, effectivement. Si, à fond. Star Wars, si tu mets pas des Jedi, tu passes à côté du truc. Oui, t'as raison, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le côté à la fois science-fiction et mythique. Désolé, j'aime bien citer Star Wars, mais parce que généralement. Mais en tout le fait, monde c'est voit un de quoi on canon qui parle. fonctionne et les gens le connaissent bien, donc ça vrai. marche bien. Je cherchais d'autres exemples, mais oui, c'est pas un mauvais exemple, effectivement. Prendre Saint Seiya, par exemple. Et donc, dans des jeux comme Prosopopée ou comme Sens Néant, il y a un canon qui est défini de manière très claire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, il y a des règles de l'univers qui sont assez simples. Ouais. Même si dans Prosopopée, elles sont très concentrées, alors que dans Sens Néant, elles sont plus simples, je dirais, que dans Sens Néant, dans Prosopopée. Dans Sens Néant, on peut résumer la totalité de l'univers à ce que j'ai dit avant le jingle de tout à l'heure là, quand j'ai présenté le jeu. Ouais. Tu vois. Alors oui, dans Prosopopée, c'est encore plus résumé parce qu'il y a les 6 couleurs. Donc végétaux, éléments, animaux, objets, harmonie et puis humain. Non, j'allais dire ombre, vide. Oui, mon Dieu. Et dans Sens Néant, il y a aussi 6 briques fondamentales qui sont les éléments. Ouais. Tout à fait. Et donc à partir de ça et puis quelques règles supplémentaires qui sont dans Sens Néant, chacun de ces éléments signifie des sentiments. Alors que c'est pas le cas dans Prosopopée. Dans Prosopopée, il y a des règles supplémentaires du genre c'est un univers du passé, c'est un univers sans nom propre. Et donc à partir de ça, on va dire aux joueurs, allez-y. Créer. Alors évidemment, il faut. J'ajouterais quand même que dans Sens Néant, il y a une histoire, il y a un univers, il y a un passé. Toi, t'as l'air d'en faire fi, mais c'est quand même important. Il y a plusieurs fois, on a créé avec pendant la partie. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. On savait tout ce tour qu'on connaissait l'univers, donc on n'a pas pris soin de le répéter avant la partie, mais ça joue. J'ai parlé de Settantra et tout ça. Et puis, d'autant que du coup, on joue tous dans un univers bien défini, qui a des règles bien définies. Tandis que dans Prosopopée, l'univers, en fait, l'histoire, entre guillemets, on l'a créé au fur et à mesure. Tandis là, il y a quand même quelque chose. Alors, attendez. Mais dans l'explication que voulait donner Fabien, ça ne joue finalement qu'un rôle secondaire. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, dans le sens où l'univers... L'histoire n'est qu'une brique parmi les éléments. C'est-à-dire que, oui, quelque part. Plus exactement, dans le système, si on veut étudier ça de ce point de vue-là, l'histoire de l'univers de Sens Néant apporte des situations. Elle apporte des conflits parce qu'il y a eu une guerre entre l'eau et le feu, entre l'ombre et le feu. Donc ça apporte des éléments de conflit. C'est pas exactement c'est pas une brique esthétique, je dirais, dans Sens Néant. Mais il y a la même chose dans Prosopopée. Dans Prosopopée, on te dit, tu joues quelqu'un qui est là pour résoudre les déséquilibres que les êtres humains ont créés dans le monde. Les êtres humains ont créé des déséquilibres dans le monde, c'est une histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est au même titre que dans Sens Néant. Tu peux prendre le canapé si tu veux, Flavie. Je te sens souffrant. Est-ce que tu t'endors à cause de mes explications? Non. Donc voilà. Toujours est-il que je trouve ça vraiment intéressant de comprendre pourquoi Sens Néant est tellement génial de ce point de vue-là. C'est-à-dire parce que vraiment, il réalise très 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 bien
un type de démarche créative. Et là, je voudrais tout de suite dire à nos éditeurs un truc très important, c'est que Sens Néant, je ne l'ai fait sans connaître absolument pas la théorie GNS. Et sans y penser absolument. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle de la théorie GNS. Il n'y a pas que ça en théorie. Non, pardon, excuse-moi. Mais oui, tout à fait. Mais le truc, c'est qu'il faut bien que les auditeurs comprennent que ça, moi, c'est totalement inconscient. Parce que le jeu existait déjà bien avant que je rencontre... Mais tu as quand même été maturé et travaillé à la théorie. Alors, absolument. Mais en tout cas, j'ai jamais cherché à me renseigner sur la théorie pour améliorer mon jeu. Activement. Mais tu vois, c'est un peu comme ce que disait Fly tout à l'heure. C'est devenu un ADN quelque part. Oui, voilà, c'est ça. Ça t'a infecté sans que tu t'en... Moi, je vais te dire ma version. Ma version, c'est qu'en fait, on a fait des parties avec Fly et les autres qui étaient des parties fonctionnelles et des parties dysfonctionnelles. Moi, ce que j'ai compris en fréquentant Silent Drift, c'est avant tout que le système avait de l'importance sur la partie fonctionnelle, dysfonctionnelle. Ouais, tout à fait. Et du coup, ce que j'ai cherché à faire, c'est encourager les mécanismes qui nous donnaient des rapports de parties viables et décourager ou éliminer les trucs qui nous donnaient des parties non viables. Typiquement, le playtest qu'on a fait à Poitiers ensemble avant la sortie du jeu, ou des mois avant la sortie du jeu. La partie a été dysfonctionnelle. On en a discuté, on a cherché les origines, on a trouvé, j'ai éliminé les règles et j'ai posé des nouvelles éléments règles. de théorie. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnel, dysfonctionnel? Une partie est dysfonctionnelle quand les joueurs ont des attentes qui sont divergentes parce que les règles ne parviennent pas à les mettre d'accord, à les faire converger, à les mettre d'accord. Par exemple, pour l'avoir vécu très longtemps dans des campagnes, les règles du monde des ténèbres, je pense, sont assez dangereuses. Alors évidemment, je sais qu'il y a d'excellents meneurs de jeu qui réussissent à faire fonctionner et à combler les failles du système, tout à fait. Mais les règles n'arrivent pas à faire converger parce que on te propose à la fois de jouer des vampires super badass avec plein de listes de pouvoirs, de flingues, mais en même temps, il faut faire des choix moraux parce qu'il y a l'humanité. Et puis en même temps, il y a toute une société très complexe avec justement sa propre esthétique à explorer. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Et oui, alors, et tant que j'en suis à faire mon chieur sur des histoires de théorie, en toute rigueur, un jeu n'est jamais d'un type ou d'un autre de démarche. Les règles soutiennent une démarche. Les règles de Sens Néant soutiennent une démarche simulationniste. Tout à fait. Soutiennent dans le sens pousse à, mais en faisant très mal au jeu et puis en poussant les choses pas du tout dans le sens du jeu. On peut faire des parties complètement narrativistes ou ludistes. Ludistes, si j'en ai une bonne idée. D'accord. Je vois même comment on pourrait faire. Okay. Un bon vieux tournoi avec entre chaque tournoi on essaie de garder une dimension aussi quand il y a un ennemi, tu sais qu'il y a il a une force cachée. Donc il y a une partie stratégique parce que le ludisme c'est pas uniquement être plus fort que les autres, c'est aussi résoudre une énigme. Pas nécessairement. De façon Monostatos c'est un jeu qui est ludiste, mais il n'y a pas de stratégie dans le jeu. Non, ça peut être une prise de risque. C'est une dimension du ludisme, c'est-à-dire le mec, si tu veux, qui pendant le combat dans Sens Néant trouve l'astuce pour battre le boss de fin. Il est super content. Le plaisir qu'il ressent à ce moment-là est un plaisir. Il y a ce qu'on appelle le step on up. Le fait de pouvoir se mettre en avant. Parce qu'en plus, alors, pour arranger encore les choses, les gens sur The Forge ont changé le nom la terminologie des démarches créatives. Et maintenant que vous avez bien retenu ludiste, narrativiste et simulationniste, on change les noms, dis donc. Non, c'est pas qu'on change les noms, c'est juste qu'ils ont inventé des petits credos qui correspondent à chaque démarche. Pour éviter que ce soit, en fait, parce que ça a déjà été galvaudé, comme ça l'a été en France, ça a été aussi galvaudé aux États-Unis, donc. Simulationnisme, c'est the right to dream, mais j'aime pas trop cette appellation. Je préfère le constructive denial, c'est-à-dire déni constructif, c'est-à-dire le fait de dire non, ça n'appartient pas au canon. Enfin, une espèce de définition en négatif. Il y a le narrativisme s'appelle story now, c'est-à-dire l'histoire maintenant. L'histoire maintenant, mais le sens c'est un peu, là, j'ai pas du tout envie de devoir expliquer parce que sinon on va rentrer dans d'autres trucs. Et puis le ludisme, c'est step on up, que je trouve excellent, c'est-à-dire se mettre en avant. Voilà. Mais bon, on reparlera où on a déjà parlé du narrativisme. Mais c'est très bien. Là, déjà, t'as déjà pas mal débroussaillé
Et puis après, il faut venir en parler sur Silent Rift ou aller chercher dans les vieux sujets ou lire les excellents articles de Fred qui sont excellents. Petit élément, tiens, de théorie aussi qui a servi pour Sens Néant. On peut le dire un peu à plus anecdotique que tout ce dont parlait Fabien tout à l'heure, même si encore une fois, hein, moi, la théorie GNS, je m'en suis pas vraiment servi. Évidemment, elle fait maintenant partie de mon ADN, mais je m'en suis pas vraiment servi pour composer le jeu. Par contre, une idée qui m'a vraiment bien aidé, c'est l'idée de Fred de sanction-récompense. De se dire dans Sens Néant, par exemple, au début, j'encourageais encore un peu trop la sanction. Et il m'a dit, la sanction, moi j'ai trouvé dans les parties que ça fonctionnait pas. Essaye plutôt de virer tout ce qui est sanction et récompense plutôt. Comme dans Prosopopée, de la même manière. Voilà, ça c'est un élément de théorie qui d'un coup aide à comprendre une dysfonction et à la corriger éventuellement. Et ça c'est lié aussi à la démarche créative. C'est-à-dire que pour que les attentes des gens convergent, il faut qu'ils puissent exprimer leur approbation dans le jeu. Et dans Sens Néant comme dans Prosopopée, ils expriment leur approbation en se donnant des jetons qui matérialisent l'approbation esthétique, puisque c'est bien de ça dont on parle quand on parle d'un jeu qui dont les règles soutiennent une démarche créative simulationniste donc. C'est chiant, hein. C'est vraiment chiant. Mais oui, mais il faut de la rigueur dès qu'on perd de la rigueur, on perd la théorie et puis ça sert plus à rien d'en parler. Oui. Nous d'ailleurs sur la cellule, très souvent avec Thomas, Fly, Aloïs, Jeff, très souvent ce qu'on se dit c'est que il vaut mieux ne pas en parler parce que c'est confusant. Alors que toi t'en parles avec rigueur et tout, tu connais ça très très bien. Mais ça fait un moment que je pense et j'espère maintenant être arrivé à un moment où je peux en parler. Tu peux en parler. Je te le confirme. En honnêteté intellectuelle, tu vois. Parce que mais c'est vrai que moi j'ai fait la même chose pendant longtemps. C'est surtout que les termes peuvent rapidement, en fait, quand on parle de théorie, vu que maintenant il y a certaines parts de la théorie qu'on connaît quand même bien, on a tendance à vouloir faire des raccourcis. Et c'est à cause de ces raccourcis, je pense qu'au final, qu'au final, les jeux à tendance narrativiste deviennent les jeux narratifs, alors que tous les jeux sont narratifs. Qu'au final, tout ça, c'est tous ces raccourcis-là qui commencent à me pomper un peu l'air. Mais c'est les raccourcis, en fait, qui nous ont fait perdre ce combat. S'il n'est pas encore perdu. Ce dont on ne peut parler. Sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire, c'est ça? Il faut garder le silence. Il faut garder le silence, pardon. Pour être tout à fait fidèle à la dernière citation du Tractatus de Wittgenstein. Pour reparler Sens Néant, je pense aussi tout simplement que tu es un joueur très très simulationniste, Romaric. Et il ne faut pas parler de joueurs simulationnistes. Moi j'aime bien. Je prends énormément mon plaisir dans les parties. À chaque fois que je t'ai vu jouer à des jeux de rôle à tendance narrativiste, j'ai vu un Romaric qui s'embêtait, je me fais grave chier. Hein. Et à chaque fois. Même à Dogs in the Vineyard. Mais j'ai du mal à croire que c'est. Pour moi, Dogs, c'est pas à tendance narrativiste. C'est complètement un jeu qui soutient une démarche créative narrativiste. Complètement. Écoute, on en reparlera dans un prochain podcast. Un podcast passé. Dans un podcast passé. Mais non, je pense que c'est un prochain podcast. Mais à chaque fois que je t'ai vu dans des jeux à tendance sim, je t'ai vu t'éclater et je dois dire, soyons honnêtes, à la Barreau, c'est un peu comme ça qu'on joue et ça m'étonne pas que du coup t'aies fini par faire un jeu comme ça puisque c'est le genre de jeu que tu aimes. Bon, en gros, on va pas tourner autour du pot, que ce soit nar sim ou quoi, voilà. En fait, ce que j'aime pas, c'est le ludisme. J'aime pas trop. Monostatos, ça te plaît? Pour moi, je sais pas qui. T'as le droit de me dire que ça vient de Frédéric, que c'est. Mais il m'a parfaitement convaincu que mon jeu est ludiste. Moi, écoute, j'ai jamais vu ça dans Monostatos. Je vois pas. Mais bon, c'est pas parce que tu le vois pas qu'il y a une. C'était mon argument, ça. Dans la partie. Oui, mais c'est pas parce que tu le vois pas que ça. Je joue un personnage. Non, mais c'est vrai, c'est pas parce que tu ne le vois pas que tu n'y prends pas plaisir. Non, mais c'est sûr. Alors, est-ce que tu peux parler de Monsieur Bachelard à nos éditeurs? Alors, ça pourra les aider pour Sens Néant. Parce que là, tu t'en es quand même très nettement inspiré. J'ai même une citation qui ouvre cette épreuve. Le scénario. Il y a un esprit des eaux qui a la forme d'un animal affreux que personne n'a jamais vu. Qu'est-ce donc qu'une forme affreuse qu'on ne voit jamais? C'est l'être qu'on regarde les yeux fermés. C'est l'être dont on parle quand on ne peut plus s'exprimer. La gorge se serre, les traits se convulsent, se gèlent dans une horreur indicible. Quelque chose de froid comme l'eau s'applique sur le visage. Le monstre dans la nuit est une méduse qui rit.
Et effectivement, voilà. Donc ça, vraiment, j'aime bien parce qu'à chaque fois que tu fais des scénarios et que tu les publies sur Sens, tu mets toujours une citation comme ça d'ouverture qui permet de s'inspirer qui permet de voir d'entrée de jeu l'ambiance du scénario. Et là, on y est vraiment à fond, quoi. Bon, ça c'est un peu une citation anecdotique de Bachelard, hein. C'est pas. Oui, mais par contre, ça illustre bien le scénar. Mais oui, ça illustre bien le scénar, mais c'est pas. Donc, Gaston Bachelard, c'est un philosophe du début du XXe siècle. Là, ses livres sur l'esthétique, ça date des années 40, il me semble. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est posé la question du symbolisme des 4 éléments. Donc, l'air. Alors, dans l'ordre, il a fait le feu, l'eau, l'air et la terre. La terre. Il en a écrit 7 bouquins, donc il a quand même bien travaillé, bien creusé le sujet. Et donc il l'aborde à la fois pour essayer de comprendre ce que c'est que les sciences, ce que c'est que la poésie, et il l'aborde d'un point de vue de la psychanalyse. C'est-à-dire il dit d'où vient le fait qu'on associe au feu tout un tas de symboles qu'on retrouve dans l'alchimie, par exemple, enfin dans les écrits alchimiques, dans la poésie, ou à l'eau, ou à l'air ou à la terre. Et à chaque fois, il explique que ça provient toujours d'un certain de phénomènes organiques, ouais, ou d'un certain état du moi. Par exemple, pour donner un exemple un peu plus concret, donc des trucs organiques, c'est des trucs très simples, hein, genre la digestion, le fait d'uriner, le fait d'être bercé pour un enfant, le fait de téter aussi pour un enfant, le plaisir sexuel ou érotique de la caresse, qui n'est pas forcément une caresse sexuelle, mais qui peut être une caresse qui donne du plaisir quand même. Bon. Donc l'analyse élémentaire du monde qu'effectuent les êtres humains, voilà, proviendrait de ces Alors, c'est pas l'analyse, c'est ce qu'il appelle l'imagination matérielle. Ah oui, ça, il faut que tu expliques ça. Par opposition à l'imagination. L'imagination formelle, c'est la faculté de créer des chimères, ok ? Une chimère, c'est un lion plus une chèvre. User de la forme des objets pour en faire un nouveau et créer une nouvelle forme. Une immense montagne en or. Une immense montagne en or. Voilà. Alors que c'est l'exemple qu'il donne, non ? C'est un exemple que j'ai retenu de mes cours de philo à l'époque de la fac, mais ouais, c'est peut-être un exemple. Je le connais pas. De Descartes, peut-être. Bon, bref. Fabien. Et l'imagination matérielle. L'imagination matérielle, c'est l'imagination des matières. Pardon. C'est-à-dire, quand je contemple le feu, quand je contemple les nuages, quand je rêve des nuages, quand je contemple le feu ou l'eau, ouais, il parle surtout de rêverie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je me laisse aller comme ça à associer des images librement. Donc ça, c'est vraiment une posture psychanalytique, quoi, parce qu'on ne s'intéresse pas du tout à la dimension réaliste. Je t'avouerai que j'ai beaucoup de mal à comprendre cette imagination-là. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. J'ai du mal C'est le fait que tu associes inconsciemment les éléments à des sensations, voilà, à des situations, bon. En fait, de ce que moi je comprends, Flavie, c'est que dans le premier temps, on va imaginer des chimères ou des êtres ou des choses, des situations qui peuvent se passer. Tandis que dans le deuxième temps, on imagine peut-être plus les choses d'un point de vue des sens. C'est-à-dire qu'on va imaginer le nuage, mais on va surtout imaginer la matière du nuage. Ouais. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est ça ou pas ? Pour Bachelard, il me semble que l'imagination matérielle vient avant l'imagination formelle. C'est-à-dire qu'elle est même. Il y a alors pour arranger les choses, c'est logique parce que au final, quand on imagine une chimère, on peut très bien lui mettre de l'imagination matérielle dessus sur certains points. Non, on est en train de. On peut pas imaginer une montagne en or enflammée. Si, mais c'est encore formel. Une image, une montagne en or douce. C'est encore formel. Non, alors pour donner un exemple. Ouais, il faut donner un exemple parce que moi je vois pas, je comprends pas. Et non plus. C'est le fait, par exemple, que à un moment il dit chez les alchimistes, il y a des alchimistes qui font la différence entre le feu destructeur et le feu cuisant, créateur qui cuit. Et il dit ça, c'est typiquement de la pensée pré-scientifique, puisque on ne cherche pas à objectiver ce que c'est que le feu, à le comprendre de manière objective, mais on projette sur lui
des sensations qui sont personnelles. Et par exemple, l'idée que le feu serait quelque chose qui cuit, plutôt que de prendre l'explication rationnelle habituelle qui est les hommes préhistoriques ont laissé tomber un cuisseau de mammouth dans le feu et puis ça a cuit et puis ils se sont dit ça a cuit. En réalité, il dit c'est dans l'autre sens que ça s'est fait. Les hommes ont senti d'abord le plaisir de la digestion, le fait d'avoir un feu, une chaleur intérieure, et ensuite ils se sont dit tiens, puisque je digère comme ça, pourquoi je ne mettrais pas mes aliments dans le feu? Donc il y a une espèce de posture chez Bachelard d'inverser les choses, de dire au lieu de penser toujours les choses d'un point de vue réaliste, essayons de les penser d'un point de vue de l'imagination matérielle. Par exemple, un autre truc, il dit comment diable les hommes se sont-ils dit en frottant 2 bouts de bois on va faire du feu? Non mais je veux dire, combien d'essais, si on essaie de prendre ça d'un point de vue réaliste, combien d'essais faut-il avant que des mecs arrivent à faire du feu avec des morceaux, après avoir frotté des morceaux de bois? Parce qu'avant ils ont frotté des morceaux de liège, des morceaux de pierre, de l'eau, tu vois, tu pourrais imaginer. Et en fait, lui il dit c'est parce que dans le frottement, on retrouve cette caresse érotique qui provoque un sentiment ressenti comme de la chaleur proche du feu. Donc c'est là qu'à nouveau on a la rêverie qui associe un sentiment qui est la caresse à un élément, et qu'ensuite seulement ils se sont dit tiens, si on frottait deux bouts de bois ensemble pour obtenir le même plaisir, et ils ont obtenu du feu. Donc. D'accord, ok. Bon, on va pas non plus discuter de ça. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez envie de chercher de la philosophie qui est facile à lire, parce que le psychanalyse du feu, c'est vraiment, je trouve pas ça difficile. D'accord. Pour alimenter vos parties de sens néant, pour trouver des symboles, pour créer de nouveaux scénarios, allez-y, allez vers Bachelard. C'est pas difficile. Il faut commencer quand même par... Tu peux nous parler des éléments, les rapides? Allez, le feu, l'eau, l'air. Okay. Juste rapidos, quoi. Tu prétends pas à l'exhaustivité. Non, la difficulté, c'est que chacun des éléments est très complexe à chaque fois. Ouais, mais je veux dire, quand tu nous en as parlé tout à l'heure, moi, ça m'a aussi vachement pensé à Néphilim, j'avoue. Ouais, carrément. C'est pour ça. Je pense que ça vaut le coup de donner envie à nos auditeurs en leur donnant un petit aperçu comme ça. De ce que par exemple, toi. Un trailer, quoi. Ok, un trailer. Alors, pour le feu, il y a, par exemple, ce qu'il appelle la purification par le feu. C'est une purification dans laquelle on laisse derrière soi ses cendres. C'est-à-dire qu'on disparaît pour s'élever. Et que les morts par le feu, c'est des morts dans lesquelles on se transcende, en fait. D'accord. Par opposition... Le feu transforme. Transcende. Pardon. Par opposition à des morts par l'eau, qui sont des morts beaucoup plus berçantes, donc dans lesquelles on s'oublie, alors je n'ai plus en tête malheureusement. J'ai pas les bouquins avec moi, donc mais il y a encore et de la même manière il y a aussi une mort par l'air et une mort par la terre qui à chaque fois ont des significations différentes. Il y a par exemple le fait, il dit. Ce qui est impressionnant, c'est que quand on regarde les rites purificateurs avec l'eau, contrairement à ce qu'une pensée réaliste pourrait imaginer, on ne couvre pas les gens d'eau. C'est-à-dire que pour l'hygiène, quand vous vous douchez, vous mettez de l'eau sur tout le corps. Okay, donc ça, c'est l'hygiène, parce qu'on est dans une société réaliste, objectiviste, blablabla, blablabla. On sait qu'il faut enlever les microbes, gna gna gna. Et lui, il dit, dans une pensée de l'imagination matérielle, on a besoin que de quelques gouttes d'eau pour être purifié. C'est l'aspersion dans les rites religieux. Si vous avez déjà aspergé un cercueil, par exemple, on asperge de quelques gouttes d'eau. Ok, on recouvre pas l'intégralité du cercueil. Voilà, ou même pas beaucoup d'eau. En fait, c'est très 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 peu. C'est comme quand on fait le signe de croix, le signe de croix, le baptême, quand on entre dans une église, on est censé se mettre un peu d'eau sur le bord de la main et puis faire ça. On va pas prendre toute l'eau du bénitier, se la renverser sur la tête et puis faire ça y est, c'est bon. Et lui, il dit, ça vient de la sensation originelle de s'appliquer de l'eau sur le visage quand on se lève. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'eau nous réveille, nous régénère. D'accord. Il parle aussi... Pour l'air, il parle des rêves de vol. Il dit par exemple, les vraies ailes de l'imagination matérielle, c'est pas les ailes sur les épaules, c'est les ailes sur les talons, comme Mercure par exemple. Et il dit pourquoi ça? Parce que dans les rêves de vol,
c'est des rêves dans lesquels on n'a pas d'ailes, ou alors si on a des ailes, c'est parce qu'on vole. C'est-à-dire pour expliquer le fait qu'on vole, on a besoin d'avoir des ailes, et pas le contraire. D'accord. Tous les rêves où j'ai rêvé, je n'avais jamais d'ailes. Bah voilà. Et c'est exactement ce que dit Bachelard. On n'a jamais besoin d'ailes. Et il dit, c'est des rêves dans lesquels alors il explique ça de tout un tas de manières, mais il dit c'est des rêves dans lesquels il suffit de donner un coup de talon pour redécoller. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de rêve. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est comme les rêves quand t'es je sais pas si t'as fait ce genre de rêve, mais les rêves où t'es sous l'eau et où tu respires, c'est pas pour ça que t'as des branchies en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors j'ai pas ces références ces analyses là-dessus même. Et donc, c'est parce qu'il y a ce coup de talon qui nous permet de remonter aisément, de retrouver la légèreté, que les ailes oniriques se trouvent sur les pieds et pas dans le dos. Il y a des... Donc c'est pas du tout en fait associé à des sentiments ou à des caractères, le feu, l'air et tout ça. C'est associé à des rêveries et à des désirs. Et en fin de compte, c'est ça, des désirs ou à des... Parce que dans Sens, par exemple, dans Sens Néant, c'est totalement associé à des sentiments. Oui, tout à fait. Le feu représente la colère, la joie, la passion. Bon, alors ce qu'il y a aussi, c'est que tu vois bien que dans un jeu comme Sens, pour faciliter les choses, tu es obligé de simplifier. Bachelard, comme c'est un philosophe, et en plus un poète, donc un poète par définition essaie d'exprimer, de noter l'inexprimable, Udi Rimbaud, c'est on a besoin de complexifier et de faire des choses assez... Moi, j'ai cherché vraiment dans mes intuitions les plus immédiates. C'est-à-dire, l'eau, tiens, ça m'inspire quoi comme sentiment? Le feu, ça m'inspire... Et Bachelard, finalement, la première source d'inspiration de ce catalogue, ce serait Magic, en fait, tout simplement. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans Magic, tu as 5 couleurs. Le blanc, qui représente l'ordre, etc. Tiens, le cosmos, la lumière, tout ça. Le noir, qui représente la décadence, la mort et tout ça. Justement, ça ne correspond pas à l'ombre, pour une fois. Là, c'est différent. Le feu, qui correspond au chaos, dans Magic. Le chaos, ouais. L'eau qui correspond donc les îles qui correspondent à l'illusion, et le vert, donc la forêt, qui correspond à la nature et la vie, la force. La vie, la force, ouais. Donc la terre. Ouais. Donc, moi je pense que Bachelard dirait qu'il faut se méfier de l'érudition. C'est-à-dire il faut se méfier de plutôt que de faire confiance à tes rêveries fondamentales, tu peux être attiré par alors même que tu vas dans l'immédiat de ta conscience à tes références livresques ou académiques. Mais moi, en tout cas, ce que je voulais, c'était quelque chose qui soit horoscopique. C'est-à-dire qu'en gros, on puisse s'y référer. C'est pas du tout la même chose. Qu'on puisse s'y référer comme exactement comme dans Néphilim, où on dit, oh putain, toi, t'es un Pyrim. Toi, t'es un mec passionné, t'es un mec du feu, tu vois. Je voulais qu'on puisse s'y référer de cette manière-là. C'est pas ce que Bachelard cherche à faire. D'ailleurs, pas du tout. Ce qui n'est pas ce que Bachelard cherche à faire, ce que j'apprends avec toi en discutant ce soir. En écoutant Je pensais que c'était ça qui faisait Bachelard, en fait. Alors, pas du tout. Il est pas du tout là-dedans. Mais moi, j'avais pas compris non plus. Ouais, non, donc c'est pour ça. Mais bon, je pense quand même que mais c'est une source d'inspiration pour Sens Néant, à coup sûr. C'est-à-dire que de toute façon, quelqu'un qui parle des éléments avec autant de profondeur, d'intelligence et de comment dire, avec cette vision du monde-là, ne peut qu'apporter de l'eau au moulin. D'ailleurs, tu as fait un très bon scénar en t'en inspirant ce soir. Donc ça prouve qu'il y a une source d'inspiration à prendre. Alors justement, je voudrais quand même qu'on revienne au scénario, même si bon, voilà, c'est un podcast sur Sens, donc on est open free en termes de plan. C'est pas un one shot. C'est pas un one shot. Okay. Donc voilà, ça rend à la forme, mais ce n'en est pas un. J'aimerais quand même revenir un petit peu sur les problèmes que tu as rencontrés, parce que bon, c'est bien. J'étais très ému au début. Je te l'ai pas dit sur le coup parce que justement, j'étais ému de tous les compliments que tu fais au jeu et tout. Ça m'a fait très très plaisir dans ce podcast. Mais j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur tes problèmes. Ils sont sincères. Sur les problèmes que tu as rencontrés au cours de la création de ton scénario, s'il y en a, comment ils se sont résolus, voilà. Des questions que tu t'es posées. Donc au départ, je suis parti de réflexions sur le rêve qu'on avait eu, comme ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Ouais. Et ensuite, en lisant Bachelard, il y a des choses. J'ai eu ma propre rêverie à partir de Bachelard, donc c'est un peu comme ça que tout ça s'est amené. D'accord.
Et t'es parti quand même sur le trip des alchimistes, là. Ça t'a bien fait triper dans ce sens. Ça, c'est présent dans ce sens. En lisant le bouquin, oui, ça m'avait... Ben, ouais. Et puis, j'aimais bien... Alors là, c'est typiquement un comportement d'éprouver l'esthétique. Ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, je dis, OK, il existe le feu qui passé par l'acide se transforme en foudre, il existe l'eau qui passée par l'acide transforme en glace. Il existe la terre qui est probablement devenu l'acide. Voilà. Donc je me dis OK, moi j'adore l'élément ombre, je trouve il me parle à plein de niveaux. Qu'est-ce que ça donne l'ombre avec ça pourrait donner avec la liberté absolue. Et la lumière pervertie, t'as une idée? Je sais pas. T'as pas d'idée comme ça? Non, pas du tout. Donc je sais pas, de l'uranium. Ouais, ou le dogmatisme extrême. Qui apporte la liberté de ne plus se poser de questions du tout, quoi. Enfin, se supprimer complètement de la même manière que l'ombre apporte le rêve, apporterait la liberté suprême en supprimant toute connaissance par le rêve. Je sais pas. À vous, cher auditeur, de répondre à cette question, exactement. En tout cas, toi, Fabien, tu as décidé les problèmes. Moi, j'ai eu qu'une seule vraie difficulté, et on l'a vu d'ailleurs un peu dans le scénar, c'était que je savais pas très bien comment calibrer la puissance de mes personnages. Donc vous verrez, et si vous reprenez le scénario, je vous invite à les bidouiller comme vous voulez. Alors le mieux, enfin, tu le dis dans non, j'aime pas trop dire la base. La base, c'est un truc baronique. Ouais, c'est un truc de la Barreau. Moi, j'ai pas été élevé au bon grain de la Barreau. mais tu dis, il faut calculer. Le meilleur la plus haute valeur de vos bugs dans un élément plus 11. Ouais, c'est ça. Parce que ça correspond à l'ajout d'un point d'immersion positive. Ouais. C'est ça, d'immersion relation. En fait, en gros, tu dois du coup combiner avec l'attaque d'un autre pour le faire tomber à moins 10. Et là, tu passes pas encore. Voilà. Donc, il faut encore un autre qui attaque éventuellement. Et éventuellement, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui peut décider de balancer un jeton d'immersion. Ça, c'est pour le début. C'est pour le début. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'a un peu... Je savais pas trop. Bon, en plus là, je connaissais pas vos persos. Et vous aviez deux persos qui étaient assez déséquilibrés. Crépuscule était. Crépuscule avait fait 3 scénarios, là où moi j'en avais fait que 0. Bon, en même temps, Crépuscule était d'ombre, donc elle a un peu de mal contre des créatures qui étaient 100% ombre. Ouais, puis c'était sympa d'avoir un personnage plus expérimenté, un novice, ça crée des liens dans le jeu qui étaient intéressants. Oui, parce que ton personnage était je suis votre plus grand fan. C'est clair. Ouais, j'avais pris d'entrée de jeu le fait que j'étais amoureux. De toute façon, mon perso est un peu secoué aussi, donc. C'est clair. Ça composait un peu. C'est Tantra qui a un 14e sens avec ses effluves. J'adore ce perso. Il ressemble à rien. Donc le personnage de Flav, quand même, pour les auditeurs, c'est un personnage qui est attaché à des entités qu'elle est la seule à voir, qui s'appelle les effluves et qui lui donnent des informations. Je suis pas la seule à la voir, mais ma sœur jumelle les voit aussi. Voilà. Donc inspiration. Donc elle passe pour une folle auprès des autres, de temps en temps, sauf à côté de ma sœur, qui elle les voit aussi. Et donc on essaye de comprendre ce que c'est. Pour moi en fait c'est Luna Lovegood dans Harry Potter. Mais vraiment, moi c'est comme ça que je t'imagine, c'est-à-dire perso un peu naïf qui dit mais je les vois, ils sont là. Ok, d'accord, on laisse parler. Puis parfois quand même certaines des choses qu'elle dit se réalisent et donc ça laisse supposer. On sait pas, est-ce qu'elle est folle, est-ce qu'elle sait vraiment des choses, on n'en sait rien et c'est ça qui est sympa avec ce personnage de Crépuscule. Fabien, donc les problèmes à part alors en revanche, une de tes inquiétudes. Bon, moi je connais l'univers depuis longtemps, donc il y a des choses qui sont faciles à mobiliser pour moi parce que vraiment j'ai eu le temps de le digérer. Une des inquiétudes quand tu m'avais écrit, c'est de me dire mais je sais pas comment créer des scénarios pour Sens Néant, quoi. Enfin, c'est quoi les problématiques des Cétantras? C'est des gens qui mangent pas, Et en fait, moi, le problème ne m'était pas du tout apparu. D'ailleurs, à l'intérieur du scénario, il y a même des petits scénars. Après, il y en a 6, donc comme quoi c'est facile à la vie. Dans ton scénar, à la fin, t'as rajouté des... En fait, chacun des personnages a sauvé des chambres d'ombre corrompues par le rêve.
peut être potentiellement un mini-scénar où il faut arriver à le convaincre de sortir de la chambre. Donc on a un peu accéléré parce qu'on voulait faire le podcast et puis bon, parce qu'on n'avait que 2 personnages à traiter. Mais... Ouais, parce que comme on avait, finalement, tu avais choisi à chaque fois les personnes qui étaient dans les chambres, c'était les gens qui nous étaient les plus chers en gros. Voilà, c'est ça. Sauf pour moi, puisque la personne qui m'est la plus chère, c'est Crépuscule et qu'elle était PJ. Ouais. Donc tu pouvais pas... C'est pour ça que je disais en début, il faut pas hésiter à frapper là où ça fait mal et puis à prendre les personnages qui sont en relation avec les. Et comme joueur, il faut aller dans le même sens et accepter, faire plein de relations. Ouais. Pas seulement accepter aussi parce que c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça cool. Non, accepter d'avoir des relations avec les PNJ pour que le MJ les charque. Okay, ouais, c'est-à-dire que moi, je me souviens très très bien de Flavie qui jouait avec Yann Sully à Agone. Ah mais c'était affreux, Yann Sully à Agone. Il faut expliquer à nos éditeurs quand même ce qui s'est passé. Quel que soit ce que tu faisais, tu t'arrangeais pour que ça soit bien et en fait, il te le charclait pas ton perso, il te le défonçait quoi. En fait, et donc du coup, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait un système d'avantages et de défauts. Donc tu prenais des défauts et des avantages. Évidemment, tes avantages, c'est souvent que tu avais quelqu'un de bienveillant qui veillait sur toi, etc. Et donc il s'amusait systématiquement à te charcler là où ça faisait mal. Ton défaut, c'était que t'étais attaché à une corde en argent qui était sur ta lyre, tu pouvais ton cistre, t'étais sûr que la corde en argent dans le scénar tu la perdais et tout ça, mais c'était bien amené, c'était jamais grossier ce qu'il faisait Yann, c'était toujours pour créer du jeu. Attends, mes frères, c'était quand même limite. Non, c'était pour créer du jeu, je regrette. J'avais établi, jamais je l'ai trouvé abusé. Établi des personnalités de mes frères. C'est mes frères, je sais plus comment ils s'appelaient, mais j'avais établi des personnalités très très gentilles, lumineuses et tout. Et lui, quand il les a joués, il les a transformés en alcooliques, dépensiers, qui piquaient tout le pognon, qu'il fallait sauver sans arrêt. C'était affreux, quoi. Enfin, Flavie avait fait le choix de faire ce que tu dis de ne pas faire, Fabien, c'est-à-dire qu'elle avait fait le choix de faire un personnage après. Ou non, c'était celui-là, justement, ce personnage qui avait rien. Et il t'a quand même tout défoncé. J'avais 3 frères. Mon premier perso, en fait, j'étais amoureuse d'un mec, là. J'avais créé l'histoire exprès pour me faire défoncer. Donc, et ben là, il s'y est donné à cœur joie. Et je me suis dit, après, je veux faire un perso cool. Non, et puis c'était des gens, enfin, vraiment, il y avait pas de souci et il me les a tous défoncés. Le perso, il avait aucun défaut, tout était cool dans sa vie. Limite, c'était même pas un héros, quoi. Tu vois, c'était genre. Et le but, d'ailleurs, de mon perso n'était pas d'être un héros. Le but de mon perso, c'était de fuir quand il y avait un souci. Et en fait, il m'a tout défoncé. En fait, tu vois, là, Fabien, il propose justement. Arrêtons de considérer que c'est mal de perdre. Mais il y a quand même il y a une juste mesure. De la confiance réciproque. Il y a aussi une juste mesure, c'est-à-dire que, enfin, il y a une limite entre utiliser l'histoire du personnage pour amener de l'histoire et en faire un héros ou en faire quelqu'un qui va s'amuser. Et à côté de ça, le cynisme et le sarcasme du MJ qui se dit je vais le défoncer. Il faut que ces relations restent comme le joueur les a définies. Au contraire, parce que c'est cool. Mais il faut que ces personnages soient des enjeux. Ouais, voilà. Il faut qu'ils soient mis en danger, mais qu'ils ne soient jamais charclés bêtement. Parce qu'au final, à la fin, mon perso, au bout de un scénar, le perso que j'avais créé n'existait plus. C'est-à-dire que j'avais plus rien du tout. Il te dépossède de ton. C'est-à-dire que ça servait à rien d'avoir passé une après-midi entière à créer le background de l'histoire, si c'était pour me le défoncer en un scénar, quoi. Ok, thèse, antithèse, synthèse, tout le monde aura reconnu cette démarche. Là, je crois qu'on a. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, j'ai trouvé que c'est pas difficile dans le sens néant de faire des scénarios. Non. Parce que c'est cool. Parce que les Setantras, en fait, c'est une espèce de société idéale, enfin, à mon sens, dans laquelle les besoins des individus sont tous des besoins très élevés. C'est des besoins de relation. J'ai besoin d'avoir des amis, d'être aimé. C'est des besoins de protection d'une certaine myriade, alors qu'il y a cette menace latente et qui peut nous rendre un peu paranoïaques, qui est l'acide. On s'aime les uns les autres parce qu'on est des golems. Il y a cette volonté d'épanouissement et de dépassement de soi par l'ultime sentiment. Je suis totalement d'accord avec toi, Fabien, sur tout ce que tu es en train de dire. Et d'ailleurs, il y a nos éditeurs pour retrouver dans le livre un paragraphe qui dit texto ce que tu es en train de dire. D'accord. Où et du coup, comment tu fais pour créer tes scénars, toi, à partir de là ? Tu mets tout ça en danger. Oui, mais en fait, et c'est là que j'en viens à mon truc, c'est que toi, tu avais un propos dans cette partie. Ouais. Tu vois ? Moi, je dis pas que c'est difficile de créer un scénar. Je dis que je n'ai plus de
propos pour le jeu. Attends, j'en ai fait des scénars de Sens Néant. J'en ai fait énormément, quoi. Vraiment beaucoup. Et je dis que ce qui me manque, c'est pas des enjeux, c'est pas des personnages, c'est pas ça. C'est pas ça qui est le plus difficile. C'est d'avoir quelque chose à raconter de fort. Ça, c'est pas difficile non plus. Tu explores. Alors, je suis pas. Ah, attention, parce que là, tu as dit un mot qui me. Mais moustique, qui est le mot de propos. Ses cheveux se hérissent sur sa tête. Oula, c'est peut-être. J'en ai pas beaucoup, contrairement à Rome. C'est peut-être déjà un sujet de podcast. Mais le propos, il faudra qu'on fasse un podcast là-dessus, c'est clair. Mais un garage peut-être. Pour revenir plus simplement à faire des scénarios forts, c'est pas difficile. Il suffit d'explorer un thème d'un élément. Ouais. C'est quoi l'amour pour un Septantras du feu? C'est quoi l'amour pour un Septantras de l'eau? Tu vois, et après confronter les deux, dire il y a un couple de gens très importants qui s'aiment, mais ils n'ont pas du tout les mêmes relations, la même conception de l'amour. Ok. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, ou la même conception. Est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir un enfant du coup? Est-ce qu'ils peuvent réussir à faire la relation? Et regarde aussi ce qui est apparu un moment, il y a un personnage qui dit non mais attendez, moi je suis en train de pourrir des gens à coups d'acide et de rêve, tout ça, mais c'est pour atteindre l'ultime sentiment. Ouais. Et là vous étiez là, mais c'est trop horrible, vous êtes en train de buter, puis en plus vous désobéissez à Azilis. Il fait mais attendez, l'ultime sentiment c'est quand même ultime, quoi. Je dirais. Je m'en fous d'Azilis. Est-ce qu'il faut obéir à une autorité terrestre bassement politicarde, ou est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut pas sacrifier, toi, un espèce de savant fou comme ça? Donc là il y a du bon, là c'est même du dilemme, hein. Il y a eu du dilemme là, il y a eu du dilemme. D'ailleurs on a mis du temps avant de prendre une décision sur ce qu'on allait faire. Enfin, moi j'ai mis du temps. Toi t'étais sûr toi tu voulais lui rentrer dedans direct. Oui, il utilise l'acide. Voilà, c'est ça. Ouais. Le dogmatisme de la lumière, une fois de plus. J'adore parce que ce qui est génial, c'est que je jouais cet Septantras de feu, je suis censé être celui qui fonce tête baissée. Et au final, toi qui joues le Septantras de l'ombre, qui est censé avoir des doutes, t'en as eu aucun. Depuis le début, tu joues feu, et moi je jouais plutôt ombre. Tu sais pourquoi? Parce que au moment où j'ai pris Crépuscule, quand je l'ai créé, j'avais fait toute une campagne en feu et j'en avais ras le bol de jouer que ça. Je m'étais dit on va jouer un peu ténèbres, etc. Et puis en fait, ce soir, j'avais pas repris mon perso depuis très longtemps. Et puis, il est toujours difficile de jouer quelqu'un typiquement à l'opposé de ce qu'on est. Et il s'avère que je suis quand même quelqu'un... Je voulais te l'entendre dire. C'est pas nouveau, je suis quelqu'un qui fonce, faut aller là-bas. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire ça? Voilà. Bon, j'avais pas joué Crépuscule depuis très longtemps et... Voilà. Et je l'ai ressorti là. Puis en plus, d'habitude, il y a Thomas à la table à laquelle je jouais Crépuscule. Il y avait déjà un gros perso de feu et du coup, c'était bien de faire contrebalance pour qu'il n'y ait pas tout le temps quelqu'un qui soit, c'est clair. Qui soit dans le bourrin, quoi. Fabien, j'ai un dernier truc à te demander. Je trouve étrange, mais vraiment très étrange, que tu ne nous aies pas poussé davantage à décrire nos rêves. C'est moi qui t'ai rappelé qu'il fallait, pour regagner le rayonnement, passer par les chambres d'ombre et décrire les rêves. Alors que ton scénario, le thème, c'est les rêves. C'est marrant, toi, tu n'y as pas pensé. Pourquoi? En fait, t'étais déjà tellement dans l'harmonie des ombres et tout que t'as pas pensé que nous-mêmes, c'est ça. Alors que pourtant, c'est ce qui est intéressant justement. L'harmonie des ombres dans les chambres d'ombre corrompues. Oui. Hors des chambres d'ombre. Enfin, il n'y avait pas l'harmonie des ombres hors des chambres d'ombre. Non, mais. Ta remarque est tout à fait vraie, hein. Mais dans les chambres d'ombre corrompues. Justement, c'est l'endroit où il y a la narration et entre guillemets un peu partagée, j'ai envie de dire, même si non, elle change de côté, l'autorité vient passe du meneur voilà, c'est ça. Voilà, mais elle est toujours pas partagée, ça. Ouais, d'accord, OK, ça marche. Mais en tout cas, mais d'ailleurs puisque on parle d'autorité partagée, c'est bien la preuve que pour des parenthèses, toi. C'est bien la preuve que je suis capable de jouer, de prendre du plaisir et de donner du plaisir à des jeux qui tout à fait traditionnel. Traditionnel au sens... Oui, alors qu'est-ce qu'on appelle jeu traditionnel? Sens est un jeu traditionnel, Fabien. Alors, traditionnel au sens de Vincent Baker, qui est de dire un jeu traditionnel est un jeu dans lequel le meneur a le dernier mot sur tout. Et quand je dis tout, c'est l'utilisation des règles, l'univers, les paroles. Alors, dans ce sens-là, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même les alvéas et les pensées des personnages, au moins, qui sont... Mais sinon, il a autorité sur tout le reste. Après, je ne dis pas ici traditionnel au sens de... traditionnel au sens de chasse-pêche et tradition. Bah, c'est ça. J'ai quand même commencé le podcast en disant que c'était un jeu révolutionnaire parce que... Ah oui, je n'ai pas décrit pourquoi. Parce que justement, ça permet d'avoir un langage poétique. Et ça, un langage poétique, c'est quand même
c'est le fantasme humide de toute fantasme humide de toute personne qui fait de la poétique. Ouais, voilà, c'est ça, ou Kristeva, ou enfin n'importe qui d'autre c'est quelque chose de formidable d'avoir un langage qui permet d'exprimer de la poésie par sa structure même. J'ai vraiment hâte d'avoir les retours des gens qui ont lu Sens Néant, qui ont commencé à y jouer et qui ne sont pas des gens forcément qui ont joué avec moi, tu vois ce que je veux dire. Donc j'en ai déjà eu, ceci dit, pour les playtests. Jérôme, Adrien, tout ça. J'ai l'impression quand même qu'ils jouent avec ce jeu de façon beaucoup plus classique, au sens héroïque. Enfin, ça reste de l'héroïque fantasy, mais il y a de la poésie forcément, j'en suis sûr. Alors sur la dimension poétique, on en parlait en début de podcast et j'y repense en fait. Je suis en train de vider mon cerveau des trucs que je veux dire. Très bien. Mais je trouve que c'est quand même c'est un point mineur mais important quand même, c'est le fait comment on représente les sétentras. C'est quoi un sétentra exactement? Parce que dans les illustrations de Valère, où c'est souvent vraiment ce personnage donc filiforme avec ses 4 yeux, pas de bouche, donc très. Et moi je trouve que c'est dommage de le représenter comme ça et de pas insister beaucoup plus sur tout son mantis autour. C'est-à-dire que comme je disais, moi j'ai beaucoup aimé pouvoir jouer un arbre ou tout autre concept, une chandelle ou n'importe quoi d'autre, mais pouvoir. Et je pense moi mon conseil, ce serait plutôt de jouer des personnages comme ça, où l'esthétique est très forte, plutôt que des. Et tu vois, ça, je pense que c'est un point qui t'est personnel, ouais. Et que la majorité des maîtres de jeu de Sens qui vont avoir ce livre dans les mains, avec les bugs tout autour de Classis. J'ai un cheveu sur la langue parce que j'ai très mal à la langue. Je suis désolé pour les auditeurs qui entendent la depuis tout à l'heure. Mais bref, je pense qu'ils vont jouer de façon avec des créatures extraterrestres. Et le but, ce sera de ressentir ce que ces créatures extraterrestres qui disposent de sens différents de nous ressentent. Et en ceci, il va y avoir l'exploration d'un nouveau monde par l'exploration de nouveaux sens. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la vision réaliste va l'emporter. Si, Fabien. Si, je pense que ami constructiviste, la résistance ne fait que commencer. Mais justement, si c'est un jeu qui peut soulever ce genre de débat, parce que la fin dans l'appendice, Romaric Briand explique en quoi Classis présente dans sa vision des Sétentriens sa poésie de façon réaliste, de manière à convaincre les réalistes. En fait, c'est un piège Sens Néant, comme Sens Renaissance. C'est-à-dire que tu invites les réalistes à dire « oui, c'est juste une créature extraterrestre ». Et au fur et à mesure, en fait, ils se prennent eux-mêmes au jeu de la poésie. Tu vois ce que je veux dire, Fabien? Ouais. Et je pense que toi, tu as déjà franchi le pas de dire je m'en fous de réalisme depuis le départ, et donc tu joues déjà au Sens Néant tel que eux ils y joueront à la fin. Moi, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, au tout début, je joue pas... poétique généralement quand je commence un scénar de Sens Néant, et ça vient au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, voilà, je mets de plus en exactement. plus Tu vois, Flavie, typiquement. Mais je pense que les maîtres de jeu de Sens Néant s'en sont déjà aperçus. D'ailleurs, j'en veux pour preuve Adrien Cahuzac, qui est vraiment au-dessus de tout soupçon en termes de réalisme. C'est-à-dire que c'est un réaliste, physicaliste, tout ce qui est... Et il s'éclate à Sens Néant aussi pour cette part de poésie et tout ça. Et il le dit, et maintenant il est vraiment rentré dans le jeu. Il a eu du mal à rentrer dedans au départ, même ses joueurs et tout ont eu du mal au départ. Et après un scénar seulement, c'est parti quoi. Ils sont partis sur l'autoroute d'une campagne qui a l'air énorme et qui est très très poétique. C'est-à-dire que dès le premier, non mais faut pas me convaincre. Non, pardon. Je parle aussi aux auditeurs. D'accord, oui, bien sûr. En même temps que je te regarde, c'est que voilà, et Adrien aussi en même temps, parce que je sais qu'il écoute, que finalement, ils ont combattu dès le premier scénar, ils ont combattu un incendie, à l'aide de leur mantis. Bon, là, voilà quoi, le réalisme, il explose déjà, il part en fumée, c'est le cas de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est intéressant de voir comment aussi le jeu se sert des sensations sétentriennes comme d'une justification réaliste pour faire rentrer des gens progressivement dans un autre univers, tu vois, dans d'autres sphères. C'était le but de Classis, c'est le but en tout cas que Romaric Briand, le commentateur, voit dans Classis, et je pense que ce but est atteint, en tout cas sur les quelques expériences de joueurs réalistes que j'ai eues. C'est génial parce qu'au fur et à mesure, tu vas finir schizophrène. Non, parce que je sais parfaitement bien distinguer la réalité de la fiction. Tout à fait. D'ailleurs, je vais aller me coucher dans ma sphère.
Allez, bonne nuit, chers auditeurs. Voilà. Et puis Classis Bonne continue à méditation, écrire, ne vous inquiétez pas. Et Romaric Briand continuera à commenter. Non, mais ses c'est textes très pratique ce jeu de commentateur, n'empêche, parce que ça permet d'expliquer comment on dit, les intentions du jeu sans passer par un truc scolaire de voici mes intentions en tant qu'auteur. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet de rester dans la fiction, de rester en immersion, parce que c'est quand même le but de Sens et de la lecture de Sens, de rester en immersion. On se dit putain, qu'est-ce qui va devenir ce commentateur? On sait qu'il va y avoir du méta, que ça va déborder et qu'à un moment donné, le commentateur va péter les plombs, qu'il va se passer quelque chose, mais en même temps, on est en immersion. Et c'est ça que je veux. Est-ce que tu resteras en immersion lorsque le commentateur est censé péter ses plombs? C'est une bonne question. J'irai réparer les plombs. J'espère. Comme je le fais ici. Bon, allez, il est tard, on est fatigué, on va aller se reposer. Je vois Fabien, Fabien, il est déjà dans sa méditation d'ombre, je pense. J'en suis jamais sorti. Faire dodo. On va regagner nos points de rayonnement. Bon, c'était pas vraiment un one shot, c'était pas vraiment un podcast, mais c'était pas vraiment un podcast sur le vraiment scénario. Que sur Sens, c'était pas vraiment un podcast, mesdames et messieurs. Pas que sur le jeu de rôle. On a profité d'une partie de Sens Néant pour parler de théorie, de bachelard. C'est une discussion. Voilà, tout à fait. Discussion autour d'une partie de Sens Néant. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes restés jusqu'au bout. Merci de votre fidélité. Jouez bien, c'est ça qui compte. Et nous, on va se coucher. Excellent. Allez, à plus. Salut. À plus. Ciao.